Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez dense, une vue d'ensemble de la Chine. Notre but, en extraire l'essentiel pour comprendre cette puissance complexe. Oui, sans se noyer dans tous les détails. On parle quand même d'une civilisation millénaire, aujourd'hui deuxième économie mondiale en PIB nominal, et même première si on regarde la parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce qu'on achète vraiment avec l'argent là-bas. Comment on résume ça, une histoire pareille, une réalité si contrastée? C'est tout le défi, oui. Le document est très large. Il part de la préhistoire, il traverse les grandes dynasties, les Han, les Song, vous savez le papier, la poudre, Hmm. jusqu'à la Chine d'aujourd'hui, avec les réformes économiques après 1978. L'idée, c'est de saisir les lignes de force. D'accord. Alors, allons-y. Déjà, l'échelle. C'est, ça donne le vertige. Géographiquement, quasiment 9,6 millions de kilomètres carrés, bordés par 14 pays. Et des paysages qui vont du désert de Gobi aux forêts subtropicales. Tout à fait. Et humainement, plus d'1,4 milliard de personnes, juste derrière l'Inde maintenant. Le document souligne cette démographie qui a explosé en fait depuis 1950, même avec la politique de l'enfant unique qui est abandonnée aujourd'hui. Et surtout une urbanisation mais galopante, plus de 160 villes avec plus d'1 million d'habitants. Imaginez un peu la transformation, hein. Oui, c'est fou. Et cette échelle, forcément, ça va avec des bouleversements historiques majeurs. Le texte rappelle la fin de l'Empire en 1912, la guerre civile, puis 1949, la proclamation de la République populaire par Mao Zedong. Avec ensuite des périodes très difficiles. Le grand bond en avant, la révolution culturelle. Oui, des périodes très sombres. Et puis, le grand tournant, c'est Deng Xiaoping, à partir de 1978, clairement. Ces réformes ont vraiment fait basculer la Chine d'une économie totalement planifiée vers ce que le document nomme une économie de marché socialiste. En gros, ça a permis une ouverture économique et une croissance phénoménale. Des centaines de millions de personnes sorties de l'extrême pauvreté. Même si, et le texte le note bien, les inégalités, elles, se sont aussi creusées. D'accord. Et politiquement, alors? Comment le document décrit le système actuel? Il le présente comme un État unitaire, dirigé par le Parti communiste chinois, le PCC. Avec cette idée de socialisme aux caractéristiques chinoises, c'est un acteur devenu incontournable, mondialement, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, bien sûr. Et puis, il y a ces grands projets comme l'initiative Belt and Road, ces nouvelles routes de la soie, quoi, pour connecter la Chine au reste du monde. Mais ce rôle qui grandit, ça vient aussi avec des critiques, j'imagine, hein. Le document en parle? Oui, effectivement. Le système est souvent décrit comme autoritaire. Le texte mentionne des restrictions importantes sur les libertés publiques et des préoccupations internationales sur les droits humains. On pense au Xinjiang, à Hong Kong. Il parle aussi du contrôle de l'information, le fameux grand firewall, ce système de censure d'Internet. En même temps, le document note que le gouvernement, lui, met en avant un fort taux de satisfaction de la population, qu'il attribue à l'amélioration matérielle et à la stabilité. C'est ça qui est fascinant, ce mélange. D'un côté, ce contrôle politique très fort, et de l'autre, un dynamisme économique incroyable. La Chine est premier fabricant mondial, leader dans l'e-commerce, les voitures électriques. Les chiffres cités sont impressionnants. Comment ça cohabite selon le document? Justement, c'est une de tensions centrales que le texte met en lumière. Il souligne aussi les avancées technologiques qui sont spectaculaires. La Chine est numéro 1 pour les dépôts de brevets. Elle a son programme spatial très ambitieux avec sa propre station Tiangong. Elle vise la Lune, Mars. Et c'est aussi un leader dans les énergies renouvelables, même si, paradoxalement, et ça s'est noté, elle reste très dépendante du charbon. C'est complexe. Et culturellement, qu'est-ce que cette synthèse nous dit? Elle rappelle l'influence toujours présente du confucianisme, du taoïsme, du bouddhisme, qui coexiste avec l'athéisme officiel du parti, mais elle insiste aussi sur une grande diversité, plus de 290 langues parlées et 56 groupes ethniques reconnus. Bon, même si l'ethnie Han est très majoritaire, à plus de 91%. Donc, si on devait retenir l'essentiel de cette analyse, une échelle démesurée, une histoire profonde, mais avec des ruptures radicales, une transformation économique fulgurante
et ce système politique si particulier, qui suscite autant d'intérêt que de controverses. Exactement. Ce qui ressort vraiment, c'est cette tension permanente entre l'héritage d'une civilisation millénaire et cette modernisation ultra rapide avec des ambitions mondiales. Le document nous dépeint un pays aux multiples facettes, vraiment difficile de le saisir sous un seul angle. Ce qui nous laisse avec une question peut-être. Comment la Chine, telle que décrite ici, va articuler ses ambitions mondiales, technologiques, économiques, avec d'un côté son modèle politique centralisé et de l'autre les défis internes, sociaux, environnementaux, qui sont aussi mentionnés. C'est sans doute une des dynamiques clés pour le siècle à venir.